Soyez donc les bienvenus, chers amis. Nous sommes bien dans cette émission spéciale, puisque vous savez que entre le 20 et le 27, alors les 20 et 27 juin, ce sont les élections territoriales. Vous serez donc appelés à voter pour des candidats, pour des listes, et il y en a 14. Alors ce soir, puisque nous avons déjà reçu plusieurs listes, et ce soir, nous avons le plaisir, je dirais même la chance de recevoir une nouvelle liste, puisque c'est Ensemble pour Pays Nous. Vous avez compris, cette liste est emmenée par M. Jean-Philippe Nilor, que nous allons vous présenter sans plus attendre. Mais avant de présenter Jean-Philippe Nilor, la bienséance voudrait qu'on commence par les dames. Et c'est avec plaisir que je tiens à vous présenter Mme Pascale Mouyès. Soyez la bienvenue, chère madame, et comment allez-vous? Merci, monsieur Toussaint, et puis je vais très très bien, de manière très sereine, puisque j'ai confiance en mon programme, et j'ai confiance bien évidemment au futur président. Toujours aussi motivée? Ma motivation ne change pas. Lorsque je pars au combat et que je pars en lutte, je pars jusqu'au bout. Donc je suis parfaitement motivée et parfaitement sereine. Puisque vous avez parlé des 14 listes, moi aussi, effectivement, je les connais, je connais leur programme. Donc je suis sereine. En avant. Détermination confirmée. Bien, merci. Donc juste à côté de Madame Pascale Mouyès, nous accueillons, on pourrait dire aussi, Monsieur le maire du Prêcheur, Monsieur Marcelin Nadeau. Soyez donc le bienvenu. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Toussaint. Très heureux d'être une fois de plus sur le plateau de Zouk TV et surtout accompagné de notre tête de liste, Jean-Philippe Nilor, et mes camarades, je veux dire tête de section, comme Samuel Tavernier et Pascal Mouyès. Nous formons une équipe à la fois soudée, déterminée à porter un projet qui est fondamentalement l'alternative à l'alternance qui n'a que trop duré entre les deux pôles de la vie bipolaire martiniquaise et qui est stérilisante pour le pays. On le voit bien compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays que nous aimons et que nous chérissons tant. Que le pose, monsieur Marcelin Nadeau. Merci. Donc, je rappelle que Madame Pascale Mouyès est tête de section sur Fort-de-France. Absolument. J'ai l'honneur, effectivement, d'être tête de section sur Fort-de-France et sur la liste Ensemble pour Pays Nous. Bien évidemment, avec la tête de liste Jean-Philippe Nilor. Bien, et puis juste à côté, donc je reviens encore sur monsieur Marcelin Nadeau, qui tête de liste. Tête de section. Tête de section. La tête de liste, c'est M. Nilor. Absolument. Tête de section, et ce n'est une surprise pour personne dans le Nord. Oui, logiquement, je suis un homme du Nord, très attaché à ce terroir qui est le Nord. D'autant que je suis par ailleurs très attaché à la justice sociale. Et je suis très sensible à la réalité des inégalités territoriales en Martinique. Et c'est pour ça que je suis déterminé à me battre aussi pour rééquilibrer les territoires, le développement, le mal développement de la Martinique pour aller vers un vrai développement harmonieux et profitable à l'ensemble du pays, à toutes ses parties. J'aime bien parler avec lui. Juste à côté, juste en face, eh bien, un petit saut de puce et on va à la rencontre de M. Samuel Tavernier. M. Samuel Tavernier, qui est aussi maire du François. Exact, Alors, bonsoir. Comment va M. Samuel Tavernier? Et puis, je voudrais aussi poser une question, peut-être pas encore posée, vous allez répondre peut-être tout à l'heure. Alors, M. Samuel Tavernier, je vous vois bien. Alors, une motivation, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Ensemble pour Pays Nous? Dites-nous tout. Alors, bonsoir M. Toussaint, bonsoir à tous vos auditeurs. Qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre Ensemble pour Pays Nous? Comme je le dis naturellement et tous les jours, je dis que en fait, ce n'est pas une question de consigne. Il n'y a pas dit, il faut qu'on aille là ou là. C'est une question de conscience et une question de conviction. Et c'est très important. Et le cheminement que j'avais déjà entamé avec Marcelin Nadeau, notamment en 2015, m'a permis, puisque le programme a été amplifié avec le groupe Ensemble pour Pays Nous, Jean-Philippe Nilor, je me retrouve très bien dans ce programme. Nous avons une vision commune, la même vision pour le développement du pays. Et puis, cette manière de construire, de co-construire, de faire ensemble. Et ça me plaît. C'est un peu les motivations et naturellement tous les aspects du développement et du programme qui sont effectivement notre projet. Bien, plein de choses ont été dites déjà avant même que l'émission commence véritablement.
puisqu'on parle d'inégalité selon les régions, enfin, les parties de la Martinique. Et puis, vous parlez aussi d'autre chose. Et monsieur Jean-Philippe Nélor, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les téléspectatrices et tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Et puis on sera aussi tout à l'heure, pas en direct, mais en léger différé, sur Zouk Télévision. Comme ça, partout aussi, on pourra nous voir. Alors, monsieur Jean-Philippe Nélor, Ensemble pour Pays Nous, il y a un message... Oui, un message fort. Pour tous les Martiniquais. Oui. Dans ce titre, hein. Absolument. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, de travailler ensemble. Ensemble pourquoi? C'est pour le pays, c'est pour la Martinique, c'est pour défendre une vision d'avenir de la Martinique. Parce que aujourd'hui, malheureusement, la politique a tendance à devenir une caricature. On a le sentiment que beaucoup vont aux élections pour truster des places, des postes, mais qu'il n'y a pas une vision d'avenir du pays derrière l'engagement, derrière les projets qu'on peut voir sur papier glacé, qu'on distribue par la poste ou dans les boîtes aux lettres. Nous, on a voulu s'écarter de ce modèle. On a voulu un projet cohérent, un projet qui a du sens, qui corresponde véritablement à une vision de la Martinique. Une Martinique de plus en plus responsable, une Martinique beaucoup plus fière d'elle, de ses réussites. Une Martinique qui fonctionne à partir de la co-construction, de la collégialité, pas et plus exclusivement à partir d'un homme ou d'une femme ou d'un parti politique providentiel qui dicte tout. Oui, aujourd'hui, malheureusement, le fonctionnement de la collectivité territoriale de la Martinique, c'est celui-là. Et je dis malheureusement parce que rien ne nous y oblige. Et surtout pas la loi. Même si cette loi, la loi de juillet 2011, elle a beaucoup d'imperfections, elle mérite d'être sensiblement améliorée, amendée, mais c'est quasiment le même texte qui régit la collectivité territoriale de Corse. Et on voit bien qu'en Corse, entre l'exécutif et l'Assemblée, il y a un travail qui se fait en collégialité. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que les hommes et les femmes et les partis politiques d'une manière générale puissent travailler en bonne intelligence. Alors, Madame Mouyes, puisque M. Nélor parle justement du fonctionnement même de la CTM, je parle de façon générale, hein, est-ce que si vous êtes élu par le peuple de la Martinique, si vous êtes au pouvoir, est-ce qu'il y aura un changement au niveau même du fonctionnement de la CTM entre l'Assemblée et l'exécutif? Est-ce que ça va être pareil ou alors ça va être différent? Alors, déjà, laissez-moi vous rectifier avec bonheur. C'est pas si nous serons élus, nous serons effectivement élus à la collectivité territoriale. Parce que nous estimons, mais je vous pardonne, parce que nous estimons véritablement avoir un programme prometteur et près des Martiniquais et des Martiniquaises. Bien évidemment, lorsque nous serons aux affaires de la collectivité, je crois que la première chose qui devra être faite par l'équipe dirigeante et par Jean-Philippe Nélor, c'est d'abord restructurer cette CTM. Pour qu'une CTM fonctionne bien, pour que les politiques publiques soient bien appliquées, il faut que les hommes et les femmes qui travaillent dans cette collectivité donc, soient bien dans leur peau, dans leur vie, ce qui n'existe pas maintenant. Voir les employés. Absolument. Il faut qu'ils soient reconsidérés, ce qui n'est pas fait du tout. Et puis, bien évidemment, il faut un équilibre entre les trois pôles de pouvoir et surtout, effectivement, l'exécutif et l'Assemblée territoriale. Donc, bien évidemment, il faudra restructurer tout cela pour que le travail soit efficace et il le sera. Et vous allez vous y atteler à tout ça, c'est ça? Mais bien entendu. Oui, d'accord. Alors, juste un petit bilan. Vous avez vu ça de façon, je veux dire, on était à l'extérieur. On n'était pas à l'Assemblée, on n'était pas à l'exécutif, donc vous avez un regard extérieur, un peu plus extérieur que ceux qui étaient dans l'Assemblée. Mais quelle vision vous avez, puisque la CTM existe toujours, telle qu'on le connaît, et qu'on la connaît, existe toujours pareil. Et comment vous jugez cette façon de fonctionner? Bon, vous dites que ce sont les aléas de la vie qui font que les choses vont comme ça. Puis peut-être qu'on va améliorer un petit peu. Est-ce que vous avez des reproches à faire ou alors des félicitations à accorder? Non, c'est-à-dire que, bon, alors, bien sûr, j'ai un regard extérieur, mais
j'étais un observateur quelque part très engagé. Parce qu'engagé dans la vie politique de mon pays et parce que maire, vous savez. Donc nous avons quand même subi les contre-coups d'une gestion quelquefois très aléatoire sur le fonctionnement. Par exemple, dans les délais de traitement des subventions. Vous savez qu'une commune comme la mienne, qui est particulièrement modeste, est en quelque part, effectivement, tributaire des fois des subventions qui viennent d'organismes différents, dont la CTM, qui est la collectivité majeure de la Martinique. Donc il est évident que le fonctionnement de la CTM, dans la mesure où il n'a pas été fondamentalement efficace, sur les délais notamment de traitement des dossiers, m'importait beaucoup. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un espoir déçu. Vous savez, j'étais quand même conseiller général pendant longtemps et j'ai participé en tant qu'élu à la commission ad hoc. Et la volonté des élus martiniquais, c'était d'avoir déjà une séparation des pouvoirs. Il faut dire que c'était pas fondamentalement le cas, puisque auparavant, que ce soit le conseil général ou le conseil régional, le président du conseil régional ou du conseil général... Mais dans les textes, il y avait bien une séparation des pouvoirs. Non, pas du tout. Le président du conseil régional et du conseil général était à la fois exécutif et président de l'Assemblée. Donc il ne pouvait pas avoir une séparation. Ah, vous parlez du conseil général? Non, et du conseil régional. C'était le modèle. Donc c'est un modèle avec lequel les élus ont voulu rompre. Donc en mettant en place une séparation avec l'Assemblée d'un côté et son président, et le conseil exécutif de l'autre côté et son président. En plus, nous avions souhaité qu'il y ait une véritable collégialité au niveau du conseil exécutif. Mais c'est vrai que l'analyse que je faisais, je pensais effectivement que le cadre institutionnel ne suffit pas. Des fois, des dynamiques institutionnelles sont portées aussi par des hommes, et j'ai toujours pensé que, il y avait un certain nombre de ceux qui étaient aux affaires qui n'avaient pas fondamentalement le profil. Mais bref, et on l'a constaté, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de fonctionnement, c'est pas le modèle démocratique que nous voulions, et comme l'a très bien dit Jean-Philippe, c'est pas seulement une question de loi, c'est vrai que la loi a ses imperfections, qui mérite d'être corrigé, mais c'est vrai aussi qu'il a manqué cette volonté. En plus, c'était toutes celles et tous ceux qui étaient aux affaires étaient de la même majorité. Donc je pense qu'ils pouvaient, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou du Conseil exécutif, qu'ils pouvaient ensemble se donner des règles communes en dehors de la loi, de manière à équilibrer justement le fonctionnement de la CTM entre d'un côté le Conseil exécutif et de l'autre l'Assemblée territoriale notamment, sans compter aussi la nécessaire valorisation du Conseil consultatif qui aussi a un rôle important. Absolument. Alors, M. Tavernier, donc peut-être un petit peu plus de précision sur la façon dont vous avez vu cette CTM évoluer. Oui, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un peu c'est la fusion du Conseil général, du Conseil vous voulez dire que ce n'était pas facile? Régional. Non, je veux dire que lorsqu'effectivement une telle fusion se fait et qu'une seule structure va gérer l'ensemble des dossiers, vous imaginez qu'il faut une organisation particulière. Écoutez, moi je suis maire d'une petite commune, le François, 17 000 habitants. Et je me rends compte effectivement qu'il est important qu'il y ait une délégation de pouvoir qui se fasse. Il est important également qu'il y ait une confiance. Parce que si la confiance n'existe pas, et ce mot-là est capital dans la gestion des affaires, vous pouvez mettre la meilleure administration possible, d'accord, avec les meilleures co-structures. Derrière, s'il n'y a pas une confiance, rien ne va. Et effectivement, il a manqué cet élément. Comment voulez-vous qu'on dirige une telle collectivité lorsqu'on n'a pas confiance dans l'administration, on n'a pas confiance dans l'Assemblée, on n'a pas confiance dans ses propres collègues. Vous voyez bien qu'il y a un souci. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a une hyper-concentration de tous les éléments, de tout le pouvoir. Et effectivement, les retards dont parlait Marcelin sont conséquents. Parce que lorsqu'on veut tout gérer, forcément, ça prend énormément de temps. Et effectivement, les décisions qui sont prises n'arrivent pas à bon port dans la mesure où, effectivement, les délais sont extrêmement longs. Il a parlé des subventions. Il faut parler également des entreprises qui ne reçoivent pas les aides. Il faut parler également de l'APA. Si on fait une demande d'aide au niveau de l'APA, ça veut dire que vraiment on est en difficulté et que, et la longueur des choses, les délais trop longs sont le résultat justement de cette procédure, de cette manière de gérer. Et l'absence de c'est le confiance, peuple qui en souffre? Beaucoup. Ah, vous le pensez vraiment? Et je peux vous le dire, je le sais, j'ai des remontées, des particuliers qui viennent me voir, ils ont déposé un dossier depuis plus d'1 an et demi, et il n'y a rien. Et les communes sont obligées le plus souvent de venir à la rescousse pour pouvoir pallier ce manque. Vous voyez? Donc, il faut effectivement rétablir la confiance
Et je pense, et pas que je pense, je suis certain qu'entre nous, la confiance est là. Et nous saurons, avec cet outil qui est le nôtre, la CTM, mais c'est nous qui avons fait, c'est nous qui disons comment nous voulons que les choses fonctionnent. Effectivement, il y a des règlements, il y a une espèce de cadrage, mais à l'intérieur, c'est à nous de trouver la meilleure manière de fonctionner pour que les choses aillent bien. Donc, c'est un petit peu le souhait que je formule. Que vous formulez. Quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression que vous vous adressez directement à Jean-Philippe Nélor, sachant que vous avez un regard extérieur, mais lui, il était à l'intérieur même de la structure, de la CTM. Et donc, alors, je ne sais pas s'il le prend pour lui, puisqu'il était quand même dans cette majorité. Enfin, je ne sais pas s'il y est toujours, d'ailleurs. Donc, maintenant, j'aurais bien aimé savoir comment M. Jean-Philippe Nélor a vécu ça de l'intérieur, puisque vous dites qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, des retards et tout ça. Mais maintenant, Jean-Philippe Nélor a quand même participé à tout ça. Non seulement j'ai participé à tout ça, j'ai participé aussi à la belle victoire de 2015, de décembre 2015. Cette victoire qui a amené beaucoup d'espoir, un immense espoir en Martinique. Cet espoir a été déçu. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et de l'intérieur, moi j'ai vécu aussi cette même déception. Parce que nous étions partis pour inaugurer une collectivité nouvelle. Le challenge était important à relever. Aujourd'hui, beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais regrettent presque la période où il y avait un conseil général, un conseil régional. Parce que quelque part, cette centralisation des compétences, cette fusion n'a pas été pleinement réussie. Alors nous ne disons pas que rien n'a été fait. Enfin, je serais très mal placé pour dire que rien n'a été fait. Oui, il y a des choses qui ont été faites. Et d'ailleurs, au quotidien, beaucoup de décisions sont votées à l'unanimité. Entre majorité et opposition. Mais dans le fonctionnement réel, le fonctionnement profond de cette collectivité, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire si C'est quoi? En fait, l'exécutif n'avait pas considéré que c'était à lui de décider et aux autres d'être des subordonnés. Et Samuel Tavernier a bien expliqué. Alors que c'était peut-être à lui de décider et aux autres d'exécuter. De subordonner ou d'être des exécutants. D'accord. Mais en réalité, dans l'esprit de la loi, et comme un peu sur le modèle de la Constitution française et du fonctionnement des institutions françaises, il y a une Assemblée nationale qui vote des lois. Ces lois sont proposées par le gouvernement, on parle de projet de loi, ou peuvent émaner de membres de l'Assemblée. On parle de propositions de loi. Oui. Bon. Les lois sont votées, le gouvernement il peut proposer une loi, les députés amendent, ça veut dire modifient des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas suffisamment adaptées. Et c'est l'Assemblée nationale qui vote. C'est l'expression même de la démocratie. C'est l'expression même de la démocratie. C'est un petit peu ce modèle que la loi a voulu mettre en place ici en Martinique. Mais force est de constater qu'on n'a pas appliqué intelligemment ce texte et l'esprit de ce texte. Parce que lorsque certains considèrent qu'ils doivent décider de tout et que la moindre nuance, la moindre virgule enlevée constitue un acte de trahison, de traîtrise, on ne peut pas aller très loin avec ce mode de fonctionnement. Certains, c'est qui? Certains, notamment ceux qui étaient à la tête de cet exécutif. C'est Alfred Marie-Jeanne? Mais notamment, mais il n'y a pas que M. Alfred Marie-Jeanne. Je dois dire, dans le cadre de cette campagne, et je préfère régler ça clairement, dès maintenant, nous ne partons pas en campagne contre Alfred Marie-Jeanne. Par contre, nous proposons une autre manière de voir, une autre manière de fonctionner. Et au vu de ce début de campagne, je suis triste de constater que, en fait, M. Marie-Jeanne est instrumentalisé par beaucoup de personnes qui n'osent pas se présenter eux-mêmes devant les électeurs directement, qui se cachent derrière lui, pour ensuite distribuer des places et des postes. C'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui.
Il est même question que la tête de liste ne soit ni président de l'Assemblée, ni président de l'exécutif, si jamais cette liste remportait l'élection. Parce que un certain nombre de personnes sont en train de se partager déjà des places derrière. Mais, je veux dire, si M. Edmond Mariette, pour ne pas le nommer, veut être président de l'exécutif, qu'il parte au-devant des citoyens pour les convaincre de la légitimité de sa candidature. Si M. Justin Pamphile veut être président de l'Assemblée, qu'il se présente directement auprès des électeurs. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation et je suis On n'avait pas parlé triste de la tête de section de Fort-de-France. La tête de section de Fort-de-France. Parce que vous avez parlé des deux, mais pas de la tête de Il n'est pas présidentiel. Selon, en tout cas, ce qu'on entend, c'est pas question de ça. Mais je veux dire, mais d'une manière générale, autant aller affronter directement les électeurs et définir son projet et le soumettre directement à la sentence populaire. Nous, c'est ce que nous faisons. J'ai été pendant longtemps un partenaire fidèle de M. Alfred Marie-Jeanne. J'ai toujours beaucoup de respect. Certains disent que si vous avez attendu encore un peu, vous seriez le dauphin. Enfin, c'est vous qui aurez pris... Mais non, mais en politique, il n'y a pas de dauphin. Je vais dire certains. Bon. Oui, on peut dire ça, il fallait attendre. Mais je pense avoir attendu suffisamment, avoir surtout pas attendu quelque part qu'on me donne quoi que ce soit, qu'on me lègue quoi que ce soit. J'étais dans un parti politique où depuis un moment, j'étais quand même maltraité par mon propre parti. Faut-il rappeler qu'en 2012, je n'étais pas le candidat désigné par le président de mon parti pour être député, contrairement à ce qui se dit. C'était M. Eugène Larcher. Qu'en 2017, le président de mon parti ne m'a pas soutenu aux élections législatives. Ça, c'est la réalité. Donc, j'étais maltraité dans ce parti et c'était écrit que nos chemins auraient divergé à un moment. Mais on peut poursuivre sa route sans s'inscrire dans la haine, sans s'inscrire dans le ressentiment. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui nous anime pour cette campagne. J'ai réglé les choses, je pense avoir dit les choses avec suffisamment de retenue pour qu'on puisse s'engager maintenant sur des propositions. Nous ne venons pas contre, nous ne critiquons pas les hommes, mais nous nous permettons, et nous avons raison, de critiquer des pratiques politiques qui pour nous ne vont pas dans le sens de l'efficacité et qui surtout, comme ça a été démontré, pénalisent les porteurs de projets martiniquais et le fonctionnement de la société martiniquaise. Alors, puisque vous parlez de porteurs de projets, donc Ensemble pour Pays Nous est porteur quand même de projets. Et alors, je voudrais commencer par, Monsieur Nadeau, du côté du prêcheur, parce que je sais que c'est très agricole, et que vous êtes aussi un écologiste. Nous avons cette problématique en Martinique. Je ne sais pas si vous avez mis ça dans votre programme. On a une terre martiniquaise qui est chlordéconée. Alors, est-ce que, pas toute la terre martiniquaise, on a des endroits où mais malgré tout, est-ce que vous avez déjà pensé à la façon de faire pour que cette histoire de chlordécone soit terminée, on va dire ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Comment vous avez pensé, comment vous avez réfléchi à la question? Alors, vous savez... Qu'est-ce que vous proposez à la Martinique, aux Martiniquais? Il faut dire qu'on a eu effectivement un scandale, qui est le scandale du chlordécone, mais que la question des pesticides et des produits phytosanitaires ne se réduit pas, ne se limite pas à la question du chlordécone. Nous sommes confrontés à une problématique de cocktail de pesticides. C'est ça. Et vous savez bien quelle est l'action que moi j'ai pu mener en tant que maire au niveau du prêcheur pour protéger des populations par rapport justement à l'usage des pesticides. Donc sur cette question, il faut dire, les autres collègues vont l'expliquer avec moi, nous avons décidé et Jean-Philippe est à la tête d'une dynamique qui est rassembleuse et qui fédère beaucoup de gens. Hormis en fait PIA, notre parti politique, nous avons le plaisir de co-présider, et le RDM, nous avons d'autres formations politiques. C'est Martinique Citoyenne, c'est les Insoumis, c'est les Ateliers Chéchirois, Initiative franciscaine, la majorité municipale vauclinoise, le Moussima, enfin bref. Et je crois que ça, c'était important de rassembler. Mais rassembler autour de quoi?
rassemblés justement autour d'un projet. Mais nous sommes partis d'un certain nombre d'urgences que nous avons pu constater dans ce pays. Il y a des problèmes qu'il faut absolument régler et il y a des chemins qu'il faut absolument prendre. Et l'une de ces urgences, c'est l'urgence sanitaire. Et dans cette problématique sanitaire, il y a justement la question des pesticides qu'il faut traiter. Il faut envisager d'aider au développement de la recherche sur la question de la dépollution des sols, mais aussi de la décontamination, etc., et aussi des êtres. Et sur effectivement, s'appuyer notamment mais sur comment la on va faire nécessité. ça, monsieur? Eh bien, il faut aider la recherche. Il y a des procédés, il y a des gens qui commencent, notamment des jeunes chercheurs martiniquais. Oui, mais même si qui ça se commencent. fait, mais comment on va avoir accès à ça en fait? Mais si nous aidons la recherche et que nous avons les solutions, après, il faudra justement les mettre en œuvre de façon très concrète. Mais en attendant justement ces solutions-là, bien sûr, il faut continuer à prendre les précautions, avoir une cartographie précise des sols pollués au chlordécone à la parcelle, de manière à prendre des précautions qui s'imposent, tout en encourageant justement la recherche, cette question de décontamination. Mais en attendant, ce qu'il faut, il faut aussi réorienter notre modèle agricole. Il ne s'agit pas de rayer d'un trait de plume, je serais tenté de dire, par exemple, les spéculations existantes comme la banane ou la canne, mais il s'agit justement d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une transition agricole, de manière à ce que notre agriculture passe d'un modèle essentiellement basé sur les monocultures d'exportation vers un modèle essentiellement basé sur ce qu'on pourrait appeler une agriculture nourricière, qui serait là avant tout pour nourrir sainement, je dis bien sainement, et je pèse mes mots, la population de Martinique. Et pour ça, il faut deux choses. La première, c'est qu'il est évident qu'il faut former nos agriculteurs, d'une part, il faut les former à des techniques culturelles, des pratiques culturelles différentes, et puis il faut les accompagner aussi économiquement. Et il se pose la question notamment du POSEI. Il faut réorienter le POSEI qui est trop tourné vers le soutien justement à un modèle agricole qui a vécu et qu'il faut absolument dépasser, mais de façon progressive en s'engageant vers ce qu'on pourrait appeler une transition agricole. Et pourquoi pas une autosuffisance alimentaire? Pourquoi pas? Non, on préfère parler de souveraineté alimentaire, mais on reviendra dessus. Alors, monsieur Samuel Tavernier, alors, vous savez, nous sommes sur une île. Bon, c'est pas un secret. Et alors, nous avons des pêcheurs en Martinique. Et pourtant, on a l'impression que ce que pêchent nos amis les pêcheurs ne suffit vraiment pas à nourrir la population. Et au contraire, on va chercher du poisson ailleurs, beaucoup. Et on a même aussi l'impression que le nombre de pêcheurs diminue d'année en année. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de se poser la question, de s'occuper vraiment de ce pan de la société, de ce pan agricole, de la pêche en Martinique? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir et de trouver une solution justement pour que les choses soient peut-être plus simples et qui rapportent un peu plus à la Martinique au niveau pêche? Oui, c'est un scandale. Vous le dites vous-même. Je n'ai pas dit que c'est un scandale. Ah, mais c'est presque ça. Écoutez, lorsqu'on importe autant de poissons, alors qu'on a un pays où effectivement on peut manger du poisson frais, pêché par un marée-pêcheur tous les jours, c'est un scandale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à côté de la pêche traditionnelle, qu'il faut maintenir, il faut la maintenir. Il faut effectivement donner la possibilité aux marins-pêcheurs qui veulent aller plus loin, d'accord, qui veulent effectivement avoir un équipement plus conséquent. Eh bien, il faut leur donner les moyens de s'équiper pour qu'effectivement ils puissent aller chercher le plus loin possible le poisson. Et ça, c'est la CTM qui doit... Vous avez réfléchi à ça déjà? Ah, mais largement, parce qu'effectivement, ma commune du François, nous sommes une commune de marins-pêcheurs. Hein, c'est la deuxième commune avec le plus de marins-pêcheurs enrôlés. Donc forcément, je suis à côté de tous les jours. Ça, c'est un véritable problème. Alors, ils sont victimes de la chlordécone parce que les côtes, effectivement, ne sont pas praticables. Ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin pêcher et ils n'ont pas le matériel pour ça le plus souvent. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous leur dites là? Il faudrait que la CTM puisse être là pour accompagner encore mieux ces marins-pêcheurs qui veulent aller plus loin. Il faudrait également que le problème de la relève se mette en place, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un métier vieillissant, je vais dire, et il faut effectivement que la relève soit là. Ils sont intéressés, les marins-pêcheurs, les jeunes, mais effectivement, il faut les former, il faut les prendre en charge, il faut les accompagner, il faut leur donner des perspectives intéressantes. Comment voulez-vous avec ce qu'ils voient là aujourd'hui? Mais ils n'ont pas vraiment envie d'y aller. Donc la CTM a une part effectivement importante à prendre dans le développement de la pêche dans ce pays. Vous voulez peut-être renouveler aussi la flottille, mais il faudrait pour ça qu'ils soient aidés. Justement, voilà, il faut la renouveler, il faut équiper ces marins-pêcheurs effectivement au niveau de la flottille. Il faut des subventions, il faut accompagner financièrement, il faut leur permettre d'avoir effectivement ce matériel
qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin. Monsieur Tavernier, Effectivement, vous leur dites ça aujourd'hui parce que les gens entendent ce que vous dites. Mais parce que souvent les gens sont déçus parce qu'ils disent que les politiques, ils nous promettent. Et puis le temps passe et on ne voit rien. Mais là, vous promettez, vous parlez de choses. Et je parle de choses que je connais. Ils ont manifesté, rappelez-vous, sur le Malécon. Vous vous rappelez de ça? Ça fait environ 7 ou 8 mois. Eh bien, j'étais présent. Hein. J'étais présent à 7 heures du matin, à côté d'eux. C'est pas seulement des paroles. Et dans mon groupe, justement, les procédures, tout ce que nous mettrons en œuvre et le leitmotiv, la manière de fonctionner, c'est ne pas justement promettre si on ne sait pas qu'on pourra le faire effectivement. Et je suis un adepte de ça. Je dis ce que je peux faire. Je sais que dans le projet que nous avons, ce que je dis là aujourd'hui, il est dans le projet. Ensemble pour payer nous, je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai porté une contribution supplémentaire, mais en fait, la problématique des marins pêcheurs est bien là. Voilà. Donc on a bien entendu. Et puis aussi, vous savez, nous avons aussi en Martinique, quoi qu'on en dise, une population qui s'appauvrit de plus en plus. Nous avons de plus en plus de personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont là. Par exemple, quand il y a eu la grève des transports, plein de personnes ne savaient pas trop comment faire, ils n'ont pas tellement le moyen de se déplacer, ont même perdu leur emploi. Alors, Madame Mouyès, est-ce que justement, il n'y a pas, parce que monsieur Nadeau en a parlé à l'ouverture de l'émission, au début de l'émission, un vrai décalage entre les personnes qui sont de plus en plus pauvres en Martinique et les personnes, on ne va pas dire qui s'enrichissent de plus en plus, mais en tout cas la pauvreté existe. Est-ce qu'il y a de l'espoir au niveau de Ensemble pour Pays Nous quand vous serez aux affaires? Alors, il est bien évidemment, effectivement, que nous avons créé ce groupement Ensemble pour Pays Nous pour proposer un projet prometteur pour la Martinique, donc un projet d'espérance, bien évidemment. Donc, mais la dépendance sociale est importante et on remarque effectivement quand même que 33% de la population donc de la Martinique vit en dessous du seuil de pauvreté. Il est donc important que la collectivité territoriale donc de Martinique mette un accent fort sur les personnes les plus démunies par des politiques donc publiques qui seraient prises en direction de ces personnes plus démunies. Des exemples, effectivement, il y en a beaucoup. On prend effectivement, on prend l'exemple des personnes âgées, par exemple, des personnes de grand âge. Moi, j'ai visité les quartiers de Fort-de-France. Est-ce que vous savez que j'ai vu des personnes de grand âge vivre dans des habitats totalement insalubres, avec les toits qui fuient? Nous proposons Ensemble pour Pays Nous, une restructuration effectivement des logements, une réorientation des logements en faveur effectivement de ces personnes. Nous proposons absolument. Nous proposons effectivement également un renforcement des aides sociales en faveur effectivement de ces personnes effectivement âgées qui parfois veulent rester chez elles, qui parfois effectivement ne veulent pas aller dans les EHPAD, veulent vivre et mourir à leur domicile, mais qui sont totalement isolés. Par exemple. Alors pour poursuivre concrètement sur cette question qui est essentielle, là on est à la jonction entre la question du logement, qui est une question qui est très sensible dans notre pays, et celle de la détresse sociale, des difficultés sociales. Nous proposons plusieurs choses. L'une des pistes que nous nous engageons à expérimenter, c'est celle du logement intergénérationnel. Aujourd'hui, c'est-à-dire intergénérationnel, un logement qui accueillerait à la fois personnes âgées et des jeunes, y compris des couples de jeunes. 40 résidences intergénérationnelles ont été construites, été conçues à l'échelle de la France. Pas une de ces expériences n'a été tentée en Martinique, voire dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Or, on a beaucoup travaillé cette question. L'habitat intergénérationnel, ça permet à la fois de résoudre la question de l'isolement des personnes âgées et la question des difficultés de logement des jeunes. Deux problèmes majeurs dans notre pays. Et pourquoi des résidences avec des bailleurs sociaux ne pourraient pas être construites sur ce modèle? Parce que ce modèle, au-delà d'être gagnant-gagnant,
pour le jeune qui trouve moyen de s'héberger et pour la personne âgée qui trouve une compagnie, quelqu'un qui peut l'aider dans ses démarches au quotidien. Au-delà de cet avantage, il y a aussi une transmission de savoir-être. Qui se dispense. Et vous vous engagez à mettre ça en place? On s'engage à mettre ça en place, oui, parce qu'on a beaucoup travaillé cette question et l'opportunité, elle est là vous savez, comme dit souvent Marcelin Nadeau, c'est une question de volonté politique. Une fois qu'on est animé de cette volonté politique, on met les choses en place. Autre proposition que nous faisons en matière de logement. Vous savez que dans les résidences, des habitations à loyer modéré, donc qui relèvent du public. Autrement dit HLM. Dans les HLM, la loi Elan, qui a été votée à l'Assemblée nationale, permet que pour tout logement âgé de plus de 10 ans, le logement, je parle, il peut être vendu aux locataires. Et pourquoi ça ne se fait pas? Et ça ne se fait pas suffisamment en Martinique. Plus que ça en Martinique. Or, voilà encore une relation et vous allez... gagnant-gagnant. Oui, on s'engage à travailler mais il faut le dire ça aux gens. Mais c'est ce que nous disons. Et c'est pourquoi lorsque c'est dans notre projet. Nous parlons de propositions innovantes, c'est parce que nous avons beaucoup travaillé en amont. Nous avons beaucoup étudié un certain nombre de questions et on arrive avec des propositions qui sortent des sentiers battus, de tout ce qu'on a vu déjà rapporté, essayé. Là, il s'agit de propositions concrètes. Je ne dis pas que tous les logements qui ont plus de 10 ans en HLM seront vendus aux locataires. Mais il faut intensifier ce mouvement pour permettre aux Martiniquais de devenir propriétaires dans leur pays. La seule garantie, le garde-fou qu'il faut prendre en considération très en amont, c'est la question de l'entretien de ces bâtiments-là. Si on vend un immeuble à ses locataires, très bien, mais tout ce qui concerne les frais généraux, il faut qu'il y ait un certain nombre de garanties, un syndic qui soit suffisamment bien organisé, bien solide pour s'occuper de ces dépenses à caractère général. Mais ça encore, ce sont des choses que nous pouvons faire avec une volonté politique. C'est comme la question des 50 pas géométriques où beaucoup de nos compatriotes demeurent dans une situation d'instabilité et de précarité. La France n'arrête pas de prolonger les périodes d'expérimentation pour nous permettre de régler cette question-là. Mais avec une volonté politique, avec une volonté d'une collectivité territoriale de Martinique qui assume ses responsabilités. Mais il est question il est possible de pouvoir accélérer l'accès à la propriété de toutes ces personnes qui se retrouvent dans des situations inconfortables. Parce que lorsqu'on n'est pas vraiment propriétaire, on peut difficilement obtenir un prêt bancaire. C'est toute une série de choses qui s'échangent et qui... Même difficilement bénéficier d'un certain nombre de dispositifs comme l'aide à l'amélioration de l'habitat. Y compris les aides de la collectivité elle-même. Donc, vous voyez, c'est dans cet état d'esprit que nous partons avec un certain nombre de propositions concrètes, des choses que nous pouvons réaliser pour améliorer le quotidien des Martiniquais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire et le temps nous manque, je sais que le temps va nous manquer là, mais je voudrais revenir à cette problématique de l'eau en Martinique. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur... Parce qu'on a parlé d'agriculture nourricière et de pêche, donc Samuel a évoqué la question de la pêche et j'ai évoqué la question de l'agriculture, mais nous sommes aussi en partisans de mettre en place ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial qui concerne à la fois l'agriculture et la pêche pour faire un diagnostic de ce que nous produisons et des modes de consommation aussi au niveau alimentaire. D'accord. Pour mettre en place des unités de transformation, par exemple notamment des unités mutualisées de transformation au profit de nos pêcheurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le pêcheur va vendre du poisson brut. Bon, ça a un prix. Mais imaginons que nous donnions à ce pêcheur la possibilité de transformer ce poisson. Et puis en plus, nous, quand vivons dans une société éthique, nous pas ni temps à 6 ans en pied bois, cailler poisson, et vider, tout ça. Donc, si vous trouvez un poisson que j'ai assaisonné, que j'ai nettoyé, le rentre caillou et puis mode de viande, on fait un bouillon flap. Ça veut dire que c'est important. Donc, il y a un marché, ça répond à un besoin, mais en même temps, c'est de nature à améliorer le revenu de marin-pêcheur parce que ça va pouvoir apporter une plus-value, disons, une valeur ajoutée. Donc c'est très important, l'agro-transformation et la transformation des produits de la mer, pour nous, ça nous paraît essentiel. Et tout ça... Et une organisation filière de ces deux secteurs importants, que sont l'agriculture, avec une orientation nourricière, et la pêche également. C'est ce que vous promettez
Non, on ne promet pas. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes déterminés à faire parce que ce sont des leviers de développement de notre pays. Si nous partons de cette réalité de la pêche, c'est des secteurs quand même importants qui nourrissent un domaine de femmes, mais il faut améliorer ces secteurs, les structurer en filière parce qu'elles répondent à des besoins, notamment des besoins alimentaires, et elles peuvent être des moteurs de développement d'un pays qui en a bien besoin. Absolument. Je dirais même que la crise sanitaire est venue nous rappeler à quel point il est important de développer une agriculture endogène et une pêche endogène, un secteur de la pêche endogène, parce que un pays qui ne compte que sur le port ou l'aéroport, c'est-à-dire sur l'extérieur pour se développer, quelque part, à terme, c'est un pays condamné. Un pays qui ne produit plus, c'est un pays qui est condamné, qui n'a pas d'avenir. C'est de ce modèle que nous voulons nous écarter délibérément par des politiques publiques. Là, c'est cette volonté qui nous anime d'impulser une autre Martinique, une Martinique beaucoup plus productrice, une Martinique beaucoup plus fière d'elle-même, avec des résultats concrets. Et un des éléments les plus importants dans notre démarche, c'est la question de l'évaluation des politiques publiques. On pourra égrener toutes les politiques dans les secteurs d'activité, dans tous les secteurs d'activité. On a réalisé 99%. On s'engage à évaluer régulièrement les résultats de toutes nos politiques publiques. Et ça, c'est une grande différence avec ce qui se fait jusqu'à présent. C'est une grande différence. Alors donc, vous vous engagez pour plein de choses. Alors, mais je voudrais quand même revenir à cette problématique de l'eau. Non, mais la question de l'évaluation qu'évoque Jean-Philippe est très importante. Aujourd'hui, on a vu une conférence de presse où des gens nous ont dit comme ça, on a réalisé 80. C'est pas sérieux. Si on veut un système vraiment démocratique, et se baser sur l'idée d'une démocratie participative et citoyenne, il faut de l'évaluation des politiques publiques. Mais l'évaluation, c'est pas de l'auto-évaluation. Il y a des méthodes d'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un organisme d'évaluation. Et en plus, ce que nous souhaitons, c'est que cette évaluation soit autant que possible participative. C'est-à-dire qu'elle associe les Martiniquaises et Martiniquais parce que, effectivement, le meilleur expert non, ça c'est une formule que vous connaissez. Non, c'est l'expert d'usage. C'est-à-dire Bougla qui camache les totoirs tous les jours. Ils savent tout qui n'y en totoir mieux que vous. Donc c'est un expert d'usage. Il faut associer ces experts d'usage. C'est lui qu'il faut interroger. Absolument. C'est lui qu'il faut interroger. Il faut effectivement que la cible, lorsqu'on met en place une politique publique, il y a forcément une cible. Lorsqu'on met en place un transport, un exemple, eh bien la cible c'est quoi? Les usagers. Et c'est la satisfaction des usagers. C'est ce qu'on veut. Est-ce qu'ils se déplacent correctement? Est-ce que ça arrive? Est-ce que la mobilité est bien faite? Et si on ne les interroge pas à l'issue d'un processus de certain nombre d'années, si on ne prend pas effectivement leurs sentiments sur ce transport qui est mis en place, est-ce que le bus arrive à l'heure? Est-ce que les arrêts sont bien répartis? Ce sont ce type d'informations qui sont utiles à la réflexion et qui doivent remonter et qui nous permettront effectivement de rectifier, de corriger jusqu'à ce que la politique publique qu'on met en place soit effectivement efficiente. Absolument. Et je vois que vous voulez qu'on aille assez vite parce que vous voulez passer tous vos sujets, mais il est important. Non, pas moi. Je voudrais que il est important quand même que le Martiniquais et les Martiniquaises effectivement connaissent notre programme. Oui, et mais ça, c'est justement... effectivement, ces deux exigences sont fondamentales. Une politique publique participative et puis une politique publique qu'on va évaluer par les Martiniquais eux-mêmes, parce qu'il n'est pas normal, effectivement, qu'aujourd'hui, donc en Martinique, on applique les politiques sans jamais savoir aller au cœur des Martiniquais et savoir si ça va, si c'est bien fait et ce qu'il faut rectifier. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Oui, je comprends bien. Mais alors, il reste moins de 10 minutes. Moi, c'est dommage parce que vous avez un programme que j'aurais aimé que tout le monde puisse connaître, comme chacun des vous voyez qu'il est fort candidats, intéressant, donc, parce que je vous vois même intéressé. Et convaincu. Pratiquement convaincu, puisque vous nous dites que vous avez un programme. Mais vous allez nous réinviter. Je suis un Martiniquais qui s'intéresse à tout, mais vraiment à tout. Et aussi à notre programme. Oui, et aussi à tous les programmes de façon générale, et aussi à votre programme. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser tous les quatre parler, parce que j'ai des questions précises, mais je préfère que vous parliez. Mais sur la question de l'eau, vous y teniez, voilà, on peut évacuer oui, parce que ça rapidement. m'intéressait.
Ça m'intéresse toujours d'ailleurs, donc il ne reste même pas, Grégory Fessine qui ne reste pas beaucoup de temps. Donc, à propos de l'eau, vous avez remarqué, pour aller rapidement. je pense que vous avez remarqué qu'il y avait quand même très chaud, là, c'est l'an dernier, même s'il se met à pleuvoir, là, il a fait très chaud. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ont été embêtés, parce qu'il y avait des coupures, beaucoup de coupures, et les gens ne pouvaient pas, pendant plusieurs jours, s'occuper de leurs affaires, leurs toilettes, la vaisselle et tout ça. Et semble-t-il, les choses n'ont pas été faites comme ça aurait dû se faire, puisque des tuyaux n'ont pas été posés à temps, les choses ne se sont pas faites. Alors aujourd'hui, à cause de certains politiques, il y a des Martiniquais qui souffrent. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que ça change? Parce qu'il faut que ça change. On ne peut pas continuer chaque année à avoir des coupures tournantes parce qu'il y a des gens qui ne font pas ce qu'il faut. Monsieur Nilov. Sur la question de l'eau, deux axes très clairs. Le premier, c'est la modernisation et la reconstruction de tout le réseau qui est aujourd'hui dans un état lamentable. Aujourd'hui, avec les travaux qui ont été faits notamment par l'ex-conseil général sous la présidence de M. Claude Lise, en amont, l'eau, elle est de bonne qualité, elle est pure. Or, les canalisations sont dans un état tel que l'eau qui circule dans ces canalisations s'empoisonne, parce que dans les canalisations, il y a des résidus, notamment de pesticides, de nombreux pesticides, mais notamment de chlordécone. Dû à la vétusté des tuyaux. Donc, dû à la vétusté du réseau. Donc, 400 millions d'euros, un marché de 400 millions d'euros pour reconstituer intégralement ce réseau. C'est une question de salubrité publique et ça, nous nous y engageons. La deuxième question qui est importante, c'est celle de la gouvernance de l'eau. Trop d'organismes, trop d'intervenants, et on ne sait même plus qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Clairement, nous nous engageons à contribuer avec les EPCI, avec tous les autres acteurs, parce que nous ne considérons pas que la CTM doit venir imposer sa vision, mais nous nous engageons à contribuer à ce qui est nécessaire pour le peuple martiniquais, c'est-à-dire qu'il y ait un organisme unique de gestion de l'eau et un prix unique de l'eau qui soit le plus abordable possible sur l'ensemble du territoire. Ce qui est vrai pour l'eau est vrai aussi pour tous les autres réseaux, réseaux d'électricité, réseaux de transport, tous les réseaux numériques doivent être à la portée de tout le monde. Et au-delà des différences de catégories sociales, des injustices qui se voient sur le terrain entre les enfants dont les parents peuvent acheter du matériel numérique pour le suivi de leurs études et ceux qui n'ont pas ces moyens-là. Mais ces inégalités se creusent aussi entre les différentes parties du territoire martiniquais. Donc, dans cette logique de rattrapage, dans cette logique de rééquilibrage, nous nous engageons à mener des politiques publiques qui vont dans le sens de moins d'inégalités sociales et moins d'inégalités territoriales. C'est un peu le but de la CTM. Alors, il me faudra maintenant vous demander une petite conclusion. Vous allez conclure tout simplement, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Malheureusement, ça passe très vite. Alors, Monsieur le Tavernier, vous avez l'honneur de commencer cette conclusion, mais prenez votre temps et dites oui, je prends mon temps. Et puis vous regardez nos amis dans les yeux. Non, je prends mon temps parce qu'effectivement, la CTM, effectivement, on sait qu'il y a des compétences particulières qui lui sont dévolues, mais outre ces compétences qu'elle doit assumer et que nous allons effectivement assumer pleinement, il faut favoriser effectivement le développement à d'autres niveaux. Lorsqu'on n'a pas la compétence, il faut inciter. Il faut une politique incitative, la CTM. Et ça, c'est important. Il faut une politique interventionniste de la CTM également. Je prends l'exemple des sargasses. Pas normal qu'on puisse rouler en Martinique sous les sargasses tout le temps. La santé humaine prend un coup, les écosystèmes sont bouleversés, personne ne bouge, rien ne se passe. Il faut à ce moment-là qu'il y ait un organisme central qui prenne effectivement ça en charge et qui pousse un peu plus loin, qui aille vers l'État et qui demande des comptes.
Donc c'est un petit peu ça aussi le rôle de la CTM. Donc le 20 juin, vous avez vu la belle équipe que nous avons. Les têtes de liste sont au combat avec un chef d'orchestre qui n'est pas patriarche, on va dire, mais qui est juste effectivement un coordonnateur qui est là effectivement pour co-construire avec nous. Et c'est cette méthode que nous appliquerons lorsque nous serons à la CTM. Donc je demande aux Martiniquais de ne pas hésiter, de faire confiance à cette liste-là. C'est un renouvellement générationnel, c'est une nouvelle vision pour la Martinique et je suis certain que le 20 juin, eh bien, tous les Martiniquais seront d'accord pour dire, eh bien, vive ensemble pour payer nous avec Jean-Philippe Nilor. Merci, M. Tavernier, mais je constate qu'on n'avait pas parlé du 27, mais bon. Madame... Que le 20. Madame Pascale Moyes, alors prenez votre temps, puis dites ce que vous souhaitez pour conclure. Bien écoutez, moi je voudrais dire aux Martiniquais, aux Martiniquaises que le 20 juin, aucune voix ne doit manquer. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Nous avons le devoir d'écrire notre histoire. Nous ne pouvons pas l'écrire n'importe comment. Nous vous proposons donc une vision de la Martinique positive, avec une équipe soudée, un programme extraordinaire avec des gens qui savent s'écouter, qui savent comprendre. D'ailleurs, effectivement, les Martiniquais et les Martiniquaises qui ont pu participer à cette émission en la voyant ont pu voir de toute façon combien notre programme est riche et notre programme est réaliste surtout. Nous ne sommes pas là pour proposer donc des choses que nous n'arriverons pas à faire. Donc par conséquent, je demande aux Martiniquais et aux Martiniquaises dès le 20 juin donc de ne pas hésiter et de voter pour la liste Ensemble pour payer nous avec à sa tête Jean-Philippe Nilor. C'est une liste de démocrates, de personnes qui aiment leur Martinique et des personnes qui ont décidé de faire changer les choses. Merci Madame Pascale Moyes. Monsieur Marcelin Nadeau, juste alors pour le drapeau rouge vert noir, le drapeau Lambi, vous avez une idée de ce que vous allez peut-être adopter rapidement? Vous savez, une conclusion juste après. Vous savez, l'intérêt qu'a pour moi le drapeau, effectivement, rouge vert noir, qui est le drapeau pour moi de toutes les Martiniquaises, de tous les Martiniquais, et qui ne devrait pas diviser les Martiniquaises et les Martiniquais. Bon, donc vous connaissez ma préférence, mais je crois qu'au-delà de la question du drapeau, il y a des questions fondamentales auxquelles nous devons nous attaquer. Et c'est pour ça que nous avons voulu rassembler, je le disais tout à l'heure avec Jean-Philippe, autour de 8 urgences. Alors, on ne va pas toutes les décliner, on en a parlé, on a évoqué quelques-unes de ces urgences, mais il y en a une sur laquelle, en tant qu'écologiste, c'est le vert du drapeau, n'est-ce pas, sur laquelle je voudrais insister, c'est l'urgence climatique. Samuel a évoqué tout à l'heure la question des sargasses. Il faut traiter ce problème-là parce que ça touche vraiment au quotidien des Martiniquais et des Martiniquais. Ça n'est pas normal que des gens soient malades de ça, les écosystèmes. Mais cette urgence climatique, il faut penser l'aménagement du territoire par rapport à cette question de l'urgence climatique et des risques naturels. On est trop en retard. Il faut développer la culture du risque au niveau, depuis l'école et à tous les niveaux, au niveau de tous les publics. Il faut aménager en pensant justement à la question des risques, à notre forte exposition au risque. Bref, la question du réchauffement climatique et des risques naturels est une question qui me paraît essentielle. Et c'est parce que justement, autour de ces 8 urgences, nous essayons de structurer une méthode. Nous avons un projet, une méthode et des hommes pour porter ce projet avec Jean-Philippe Nilor. C'est pour ça qu'il est évident que les Martiniquais, je sais que nombreux sont les listes et ça peut les inciter à s'abstenir. Mais ne vous abstenez pas, Martiniquais. Martiniquaises, allez voter et faites le bon choix en votant Ensemble pour pays nous, liste conduite par Jean-Philippe Nilor. Merci, M. Marcelin Nadeau, M. Jean-Philippe Nilor. Peut-être une petit conseil à propos du drapeau de la Martinique. Sur la question du drapeau, notre position est claire. Nous l'avons dit et répété. Nous sommes favorables au drapeau rouge, vert, noir. Parce que ce sont des couleurs qui, contrairement à ce qui est dit, ce sont des couleurs qui militent en faveur de l'unité de la Martinique. Ces couleurs sont apparues historiquement de la part de personnes qui réclamaient davantage d'humanité, davantage de justice, davantage de respect. Aujourd'hui, ces couleurs doivent nous unir, nous fédérer, nous rassembler. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Martinique a besoin aujourd'hui d'un emblème qui rassemble, pas de choses qui nous divisent et qui appellent à la violence. Et nous avons fait le choix du combat
pacifique, du combat pour faire avancer les choses de manière démocratique. Donc, à l'exemple de ce qu'on pourra faire avec ce drapeau, et que de toute façon, suivant un processus démocratique, le peuple martiniquais devra bien se prononcer à un moment donné pour arrêter définitivement avec ces questionnements. Et lorsque je parle de processus démocratique, ce n'est pas ce que nous avons observé et suivi et vécu ces dernières années en matière de choix d'un drapeau. Donc il faut que les choses se passent clairement dans la transparence, pour que ce ne soit pas la rue qui règle les problèmes dans la violence, mais qu'on soit fier de voir à côté du drapeau français, à côté du drapeau européen, un drapeau martiniquais qui aura fait l'unité, l'unanimité dans le cœur de tous les Martiniquais. Au-delà de tout ça, ce que nous espérons, c'est pouvoir enclencher enfin une dynamique, une politique, avec toutes les mesures que nous avons évoquées là et toutes celles que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer, qui vont toujours dans un sens, c'est de réconcilier le Martiniquais avec lui-même. Pendant trop longtemps, on a cédé aux sirènes de la division. Pendant trop longtemps, on a considéré qu'il y avait deux partis ou deux mouvements politiques qui devaient se succéder indéfiniment. Parce que animés, dirigés par des hommes providentiels. Il faut sortir de cette logique qui, je le regrette de le dire, relève plus de l'histoire du 19e ou du 20e siècle. Là, aujourd'hui, on est dans le 21e siècle, où c'est ensemble nous qu'on construit ben là. Et il faut que certains monde arrivent à comprendre que voter pour la relève, pour le renouvellement, c'est pas voter contre quiconque. C'est pas trahir quiconque. Parce qu'en réalité, c'est nous, les politiques, qui avons une dette envers vous, le peuple. C'est pas le peuple qui doit avoir une dette envers les politiques. Même lorsque les politiques ont pu aider à un moment donné de leur action, de leurs interventions, oui, ça arrive d'aider. Heureusement qu'il y a de bonnes décisions qui sont prises, mais l'obtention d'une aide ne doit pas entraîner le sentiment d'être endetté vis-à-vis du politique qui est à la tête de la collectivité qui a aidé. Et puis, temps fait temps quitter temps. Ceux qui ont travaillé pendant longtemps au service de la Martinique, on admet qu'ils ont travaillé, mais on peut passer à autre chose. Tourner la page, ça ne veut pas dire brûler le livre. Donc c'est en toute conscience et en toute confiance qu'il faut aller voter dès le premier tour pour faire un choix, parce que le virage est important, le moment, le rendez-vous est important pour la Martinique. Faire un choix, c'est celui de la confiance en soi, de la confiance à la capacité de la Martinique, d'une manière générale, dans son intelligence collective, dans cette capacité à relever les défis de l'avenir. Faites-le au nom des générations passées, mais aussi au nom des générations à venir. Merci, M. Nilor. En tout cas, vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. M. Marcelin Nadeau, vraiment merci pour vous être déplacé, pour être venu jusqu'ici. Merci aussi à Pascal Mauriès, vraiment Grand merci. plaisir. Merci. M. Samuel Tavernier, un grand merci. Merci. Un grand merci. Et puis, bien sûr, M. Jean-Philippe Nilor, on vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Puis, je voulais juste ajouter que vous avez 4 personnalités de la liste, mais derrière, il y a énormément de talent et de compétences. Nous avons la sagesse des aînés et la fougue de la jeunesse, une équipe extraordinaire, vraiment. Merci. Donc la sagesse, il faudrait que je remette l'antenne, vraiment. M. Nilor, merci. Et puis, n'oubliez pas, ce ne sera pas plus long. Merci Grégory. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.